Madame, Monsieur, bonjour et merci d'avoir pris le rendez-vous du Forum des rédactions. Bonsoir. Et si vous nous recevez sur d'autres continents en ce moment également ou au Bénin. Et merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons aborder deux sujets. Vous savez, cette semaine qui se termine a été très riche en actualité et déjà aujourd'hui, le président Paul Kagame et son épouse ont foulé le sol béninois. Mais avant, le président de la République a limogé son ministre de la Justice. D'autres sujets comme l'investiture du président de l'Assemblée nationale sont venus s'ajouter donc aux informations qui ont meublé l'actualité au cours de cette semaine. Mais sur le forum des rédactions, nous allons parler de l'Assemblée nationale. Nous allons procéder à l'analyse du discours de Louis Vlavonu à la première session ordinaire de l'année 2023. Et puis, nous allons aborder cette confusion autour du limogeage de Séverin Quenom, garde des Sceaux. Pourquoi cet état de choses? Nous allons nous interroger. C'est des analyses qui seront faites sur ce plateau avec mes analystes politiques. Merci une fois encore de maintenir votre attachement à cette émission. Je vais observer une pause avant de revenir pour vous présenter les débatteurs du jour. Eh bien, à ma gauche, c'est Syriac Dekenou. Syriac Dekenou, bonjour. Bonjour Maury Agouam, bonjour mesdames et messieurs les téléspectateurs de Eden TV. Eden TV est très fier de me retrouver sur le plateau de notre très cher Maury Agouam. Merci, c'est le plateau de la télévision Eden TV, le forum des rédactions. Merci pour votre présence et surtout pour tout ce que vous allez apporter au sujet du jour. Vous êtes journaliste, analyste politique, directeur de publication de Émergence Info. À ma droite, c'est Laurent Roland Tonneikes. Maury Agouam, bonsoir ou bonjour, selon ceux qui vont nous suivre. Alors, merci pour le plaisir que vous m'offrez, le privilège, pardon, que vous m'offrez d'être sur le plateau avec Syriac Dekenou. C'est pas faux, c'est également un plaisir d'être avec vous sur le plateau. Oui, et oui, vous êtes un privilège aussi, parce qu'il y en a tellement de journalistes qui pourraient être invités. Vous êtes journaliste, vous êtes analyste politique, vous appartenez à la rédaction de Eden TV. Merci infiniment pour tout ce que vous faites. Alors donc, lors de l'investiture, le président de l'Assemblée nationale a donc fait son discours, a exprimé bien sûr l'engagement des députés, a donc participé au rayonnement de notre nation. Et lors de son investiture, donc le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonu, a fait savoir que des retouches seront peut-être faites à la Constitution et que ces retouches sont nécessaires. Et il a dit que c'est en vue de son amélioration constante tout en conservant les fondamentaux. On constate donc que Louis Vlavonu, entre autres, parle de la révision de la Constitution, mais tient à la conservation des fondamentaux, notamment l'option républicaine et démocratique et la limitation à 2 du nombre de mandats du président de la République. Qu'est-ce que vous pensez à travers le discours dans sa globalité avant de répondre sur donc ce souhait exprimé par rapport à la révision de la Constitution? Je suis à vous, Syriac Dekenou. Bon, je pense que cette 9e législature présidée par le président Louis Vlavonu entame, comme on le dit, son match, c'est-à-dire il s'agit vraiment de leur entrée en scène pour quand même voter au cours des 3 prochaines années, puisque c'est un mandat de transition. Les différentes lois qui devraient en principe concourir plutôt à faire asseoir un État démocratique, un État prospère et pour tous les fils et filles du Bénin. Dans son discours, il y a eu certains points essentiels qui ont retenu l'attention de tout le monde, notamment la réforme ou bien la révision du cadastre électoral et aussi le toilettage
de la constitution béninoise dont il a parlé et qui a d'ailleurs attiré l'attention des uns et des autres. Vous savez, c'est un sujet véritablement délicat et je sais d'ailleurs que si ce sujet aujourd'hui est ramené sur le plateau, c'est bien quand même à cause de cette question sensible liée à une probable révision, je dirais, de la constitution béninoise, parce que c'est un sujet qui déchaîne des passions et c'est un sujet véritablement sensible qui suscite à la fois des craintes mais aussi des suspicions. Suspicions dans le sens que Patrice Talon est à son dernier mandat et l'on se pose davantage de questions, surtout en Afrique, par rapport à ce que sera 2026. Est-ce qu'il va vouloir peut-être violer la Constitution pour succéder à lui-même ou bien il désignera un dauphin? On sait qu'il est écrit et prescrit dans la Constitution béninoise que nul ne peut faire plus que 2 mandats de toute sa vie. Maintenant, lorsque l'on voit un certain Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, venir et évoquer en filigrane, c'est-à-dire la nécessité pour toutes les forces vives de l'Assemblée nationale de se concerter pour pouvoir quand même ne serait-ce que toucher à certains points de la Constitution, c'est-à-dire réviser la Constitution pour pouvoir permettre davantage un développement du pays. C'est tout à fait normal que ceux qui sont du côté de l'opposition commencent par avoir de la crainte, commencent par quand même, disons, douter de la sincérité des acteurs qu'ils ont en face. Cependant, il faut avouer que dans sa globalité, c'est un très bon discours. Un discours dans lequel, il ne faut pas l'oublier, le président Louis Vlavonou a reconnu que la 8e législature, bien qu'il y avait une minorité et une majorité, puisqu'il a qualifié le BR il qualifiait sans doute le BR de minorité, et l'Union progressiste devenait UPR par la suite de majorité, que c'était quand même un parlement qui manquait d'opposition. C'était quand même un parlement qui quand même, disons, manquait en quelque sorte, disons, de légitimité. Donc, à travers certains mots bien choisis, puisque je suis en train de le paraphraser comme ça, à travers certains mots, il a quand même reconnu cela, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il se sent fier aujourd'hui d'être président d'un nouveau parlement, un parlement où quand même toutes les sensibilités politiques sont représentées, où il y a une véritable opposition, il y a une majorité. Donc, dans l'ensemble, c'est très bien. Je sais que dans la suite du débat, ce qui polarisera, et certainement dans les jours, les semaines à venir, l'attention des uns et des autres, c'est cette éventualité d'une révision constitutionnelle, puisqu'on sait en l'état actuel qu'il est impossible pour les partis politiques de la mouvance présidentielle réunis de réviser la constitution béninoise. Ils doivent aller à la table de négociation, négocier avec les démocrates, puisqu'il faut quand même, disons, les 4/5e. Et lorsqu'on parle des 4/5e, c'est qu'il faut forcément négocier avec eux, puisque la minorité de blocage, aujourd'hui, c'est entre 22 députés et 23 députés. Donc, lorsqu'on sait que les démocrates ont jusqu'à 28 députés, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra forcément négocier avec eux si l'on veut forcément toucher à la révision de la Constitution et les convaincre par rapport à l'effectivité de ce que l'on veut faire. Et en retour, peut-être que l'on cédera aussi à leur demande d'amnistie pour les exilés politiques, pour une sortie de prison de Ricat Madougou et d'un certain Joël Aïva. En attendant de revenir à vous, je vais me tourner vers Laurent Roland. Tony Kess, le président de l'Assemblée nationale, espère que ses collègues députés de la 9e législature et lui, dans un esprit de concertation, je le cite, pourront, je vais le citer encore, courageusement envisager de toucher à la Constitution. Il a utilisé des mots forts. Pourquoi courageusement Non, d'abord, je voulais reconnaître que c'est un discours empreint de solennité, bien évidemment, de bonne volonté. En tout cas, on a pu lire à travers ce discours les aspirations de Louis Vlavonou pour cette 9e législature. Comme je l'ai dit, on a pu voir que pour la 8e législature, tout est passé comme une lettre à la poste, comme sur des roulettes pour lui, parce qu'il n'y avait pas pour autant d'opposition. Il fait bien de reconnaître aussi. Maintenant, quand on annonce comme ça une révision de la Constitution, d'aucuns parleront de toilettage, sachant qu'ils avaient tout pouvoir, 83 députés, ou sinon que 82, après le décès de l'autre, à réviser une Constitution, notamment à mettre dans la Constitution des articles nouveaux qui, peu ou prou, ont été traités à tort d'articles
mis pour l'intérêt de leur système, mais qui aujourd'hui les mêmes reviennent maintenant pour nous dire que une révision dans la concertation et courageusement. Je me pose des questions si ce n'est pas des pièges. Parce que certains font bien de rappeler que dès l'installation des députés de la 9e législature, le discours de Nourenou Achadé a été pris comme étant une annonce ou comme pour une volonté des démocrates de réviser la Constitution. Oui, il invite. Oui, il invite. Et on a pu revoir en même temps la réaction de Dakwé Soussou qui a suivi pour dire que s'ils sont d'accord, ça veut dire qu'eux-mêmes profiteront pour mettre les dissolutions que les armées dedans. Ils vont mettre ce qui les arrange dedans. Et sachant que ce Dakwé Soussou avait annoncé un message depuis des années, on va peut-être, j'ai de la peine à revenir sur la même chose parfois parce que je crois que les gens font subtilement, en tout cas, mettent subtilement des actions en œuvre pour atteindre un objectif. Et en l'état, ce que dit Louis Vavonu aujourd'hui, c'est que dans la négociation principale de concertation, on dira aux démocrates, d'accord, vous avez souhaité qu'on saute cette affaire de parrainage peut-être de la Constitution, voilà. On leur dira, voilà ce qu'on veut. Mais en retour, qu'est-ce que eux, ils veulent modifier aujourd'hui de la Constitution encore? C'est là mon inquiétude. C'est-à-dire, c'est là que fait bien de le dire, hein, quand on parle de révision aujourd'hui, beaucoup de suspicions, beaucoup de craintes. Parce que les autres politiques nous ont habitués à avoir peur d'eux. Parce que ce qu'ils disent, ils vous disent, attendez-moi à gauche, mais ils sont déjà à droite depuis. Et le temps que vous réveillez pour vous rendre compte qu'ils sont déjà à droite, c'est trop tard. Ils vous ont déjà berné. La dissolution qui a été mise dans la révision de la Constitution en 2019, s'ils ne sont pas satisfaits et que c'est eux encore qui veulent réviser aujourd'hui, je me pose la question de savoir alors quel était le but, la finalité. Pourquoi est-ce qu'on demande révision aujourd'hui? C'est tout simple. Et moi je le dis. À l'époque, on a mis la dissolution. Cette dissolution a bloqué un certain nombre de courants politiques. Ils n'ont pas pu aller aux élections. Finalement, ces courants politiques ont dû accepter alors, tel que ça a été fait la révision, avec les réformes qui ont été opérées, pour aller aux élections. Aujourd'hui, ils sont 28 dans la balance. Et ces 28 peuvent faire mal. La preuve, il a fallu que ces députés aillent rencontrer les producteurs pour que aussitôt le chef de l'État reçoive les producteurs, les associations de producteurs. Parce que s'il ne les recevait pas, c'est très vite, ce serait une erreur de sa part de ne pas les recevoir et ça peut être payé cash. Donc, ces 28 députés aujourd'hui ont un pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que cette révision ne permettra pas, parce qu'ils sont, qu'on ne le veuille pas, hein, ils sont majoritaires, parce qu'il faut s'agir d'un vote, la minorité de blocage, d'accord, mais à un moment donné, les acteurs politiques sont changeants. Même au niveau de l'opposition, ce n'est pas les gens à qui il faut faire confiance. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être dans l'opposition, ils peuvent être en mission pour la mouvance. On a pu voir la résistance, hein, comment est-ce qu'on a réussi à casser la résistance très vite du jour au lendemain. La résistance de candidat Zanaï. Cette résistance là où ils se retrouvaient à vidoler, on criait, opposant. Mais il y a des gens parmi eux qui savent pourquoi ils sont là. Donc, dans les démocrates, on peut encore trouver des gens pour des mauvais rôles. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est ça. Je dis, qu'est-ce qu'ils veulent maintenant mettre en tant que député de la mouvance jusqu'au point où le président qui est de la mouvance annonce ou bien souhaite un toilettage ou une révision. Et l'annonce déjà dès l'ouverture de son investiture. Dès son investiture. Donc, moi j'ai des craintes à ce niveau. Parce que à ce niveau, c'est très vite qu'on vous fera avaler la couleuvre. Et vous ne pouvez pas faire autre chose. Je pense sincèrement que les gens doivent pouvoir être de bonne foi et nous dire clairement qu'est-ce qui gêne. Parce que déjà, vous avez les opposants ont rejeté la révision, les réformes, mais on finit par rentrer dans les rangs. La preuve, on a eu plusieurs courants qui ont dû proposer, on a même vu pour l'élection de 2021, des gens qui ont refusé, on finit par proposer pareil, comment vous appelez, colistier ou colistière pour les élections. Donc, les gens ont fini par accepter déjà ce que vous avez fait. C'est vous ceux qui avez fait votre chose, ils ont fini par accepter. Mais j'ai compris que finalement, ils sont encore dérangés parce qu'ils voient que avec ça, on risque la prochaine fois de tout perdre encore. Donc il vaut mieux alors peut-être retourner à l'Assemblée révisée pour corser encore. Moi, c'est mon avis. Et je crois que c'est peut-être quand ils auront opéré la révision et qu'ils ne mettront pas la décision pour corser davantage que je serai rassuré. C'est vrai que le président Eric Ondete a quand même affirmé, il a dit suite à l'invite, pardon,
à l'invite de Louis Vlavonou, il a affirmé qu'il invite le président de l'Assemblée nationale à avoir le détachement qu'il faut et de ne pas subir les pesanteurs politiques. Eh bon, vous savez, lorsque l'on demande à un certain Louis Vlavonou d'avoir le détachement qu'il faut, c'est qu'on invite à une certaine impartialité, parce que le président de l'Assemblée nationale et deuxième personnalité du pays, c'est qu'il est pour tout le monde. Il est à la fois pour les démocrates, comme il est aujourd'hui pour ceux de la mouvance présidentielle. Et le détachement auquel il invite, c'est-à-dire pour quitter les pesanteurs, c'est les pesanteurs du pouvoir, c'est-à-dire rester là pour n'exécuter que la volonté d'un chef. Vous savez, en réalité... Autrement dit, c'est de lui, c'est de l'inviter à la séparation. C'est de l'inviter quand même, disons, à être vraiment impartial en ce sens où il est aujourd'hui, vous savez, le président de l'Assemblée est d'une sensibilité politique donnée. Et il a par exemple cette possibilité là de pouvoir freiner un certain nombre de choses. On sait que sous une certaine pression, Mathurin Kofinago a dû retirer une révision de la Constitution souhaitée par Boni Yahi entre-temps. Vous comprenez ça? C'est ce détachement-là auquel il est certainement invité. Mais on a beaucoup de questions à se poser parce que on peut se demander qu'est-ce qui n'avait pas été mis dans l'ancienne Constitution, c'est-à-dire dans la précédente révision de la Constitution, pour que l'on se sente aujourd'hui obligé d'aller encore à une nouvelle révision constitutionnelle. Puisque le Parlement passé, c'était un Parlement totalement acquis à la cause de la mouvance présidentielle. 83 députés, 83 mouvanciers. Et on a pu comprendre que les lois que les opposants ont qualifiées de chrysogènes, peut-être à tort, c'est-à-dire la plupart de ces lois-là ont été votées, c'est-à-dire de façon systématique. Vous comprenez, la loi qui, quand même, disons, institue la criette, la nouvelle loi sur l'embauche et bien d'autres lois et autres, là, la révision de la Constitution, l'instauration du parrainage, mais aussi, quand même, disons, cette caution que l'on doit payer et autres, sont des choses qui ont été votées par quand même, disons, l'ancien Parlement totalement acquis à la cause de la mouvance présidentielle. Maintenant, il faut peut-être pousser les lectures un peu plus loin et se dire, est-ce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, les démocrates ont formulé une proposition de loi visant à quand même, disons, faciliter le retour des exilés politiques, notamment les Sébastien Adjavon, les Léa Divinagnon Soglo, les Dianotin, etc., qui aujourd'hui sont en exil, mais aussi la sortie de prison pour des gens comme Rikiat Madougou et Joël Aïva, que l'on a pu également aussi sortir dans la balance une révision de la Constitution pour quand même, disons, montrer que c'est sans doute le prix à payer pour obtenir ce que l'on veut. Donc, c'est des questions, vous savez, l'Assemblée nationale... C'est du tu me donnes, je te donne. L'Assemblée nationale, comme on le dit, c'est le haut lieu de la politique. Et qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, les démocrates n'obtiendront jamais rien sans pouvoir y laisser sans doute des plumes. Vous savez, des gens ont dit, c'est vrai que cela reste à confirmer, que leur participation aux dernières élections législatives serait due sans doute à des pressions venues d'ailleurs. Des constatations. Vous comprenez, des choses qui restent à confirmer, mais aussi quand même, disons, à des consensus et autres qui les ont sans doute obligés à faire sortir certains poids lourds de leur liste. Bien nombre de choses. Donc, les démocrates aujourd'hui ne peuvent en aucun cas obtenir des choses sans pour autant laisser des plumes. Sans pour autant faire des concessions. Maintenant, en quoi est-ce qu'aujourd'hui, une révision constitutionnelle serait utile au développement du pays? Je ne sais pas en quoi une révision constitutionnelle serait un blocage pour le développement de ce Bénin-là. Et ce sont des questions que nous devons poser à la fois à l'opposition, mais aussi à la mouvance. Puisque la mouvance présidentielle, elle représente à la fois le peuple, tel que l'opposition également aussi représente le peuple béninois. On doit leur poser des questions. Qu'est-ce que vous voulez faire au peuple béninois et qui nécessite d'aller retoucher la Constitution béninoise? Merci. Est-ce que réviser la Constitution béninoise va changer le quotidien des Béninois? Merci. Qui croupissent aujourd'hui dans la souffrance et dans la pauvreté? Est-ce que réviser la Constitution, c'est ça qui va faire qu'aujourd'hui, les ménages qui souffrent le martyre face à une cherté galopante de vie auront de répit? Donc c'est les vraies questions qu'il faut se poser parce qu'il ne faut pas nous distraire. Moi je pense que c'est de la pure distraction que de vouloir au cours d'un mandat de transition réviser la Constitution. Et la crainte aujourd'hui des gens, c'est quoi? C'est le fait que si l'on révise aujourd'hui la Constitution, il serait peut-être facile demain, à une cour constitutionnelle,
d'interpréter pour dire que nous sommes dans une nouvelle république. Et je dis que donc alors que les compteurs sont remis à zéro. Donc c'est des craintes qui sont tout à fait légitimes que les gens doivent avoir. Maintenant, de l'autre côté aussi, il faut que Vlavonou aujourd'hui aille bien plus loin parce que qu'on le veuille ou pas, Vlavonou a peut-être commis l'erreur de créer la polémique. Et cette polémique, c'est vrai que sa cellule de communication a essayé un tant soit peu de la rattraper en parlant de toilettage qui n'a pas dit révision de la Constitution. Mais qu'on le veuille ou pas, cette polémique déjà lancée, additionnée déjà à ce qu'un certain Jacques Minga a dit et qui lui a sans doute valu quand même, disons, une avalanche de critiques et même, disons, des volontés d'interpellation devant la justice béninoise. Lorsque quelques mois plus tard, ou bien quelques jours plus tard, président Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, vient dire un truc pareil, vous comprenez déjà là où il y a toutes les craintes, même si Patrice Talon l'a dit et l'a martelé, nul ne peut faire plus que 2 mandats de toute sa vie. Et tel que Vlavonou l'a dit, c'est que ce sera fait sans pour autant toucher à ces fondamentaux-là qui constituent quoi? Nul ne peut, c'est-à-dire la limitation du nombre de mandats, mais aussi l'âge. Cependant, on a vu dans certains pays où à peine la Constitution révisée, la Cour constitutionnelle a interprété et dit que nous sommes dans une nouvelle république et ça a permis à des chefs d'État de continuer. Donc je pense que c'est sans doute une mauvaise communication, si je dois parler en tant que journaliste, c'est sans doute une très très mauvaise communication qui sans doute amplifie les suspicions de dire en début d'ouverture de session de tenir un discours pareil. Ça c'est mon point de vue. Et Laurent Roland-Tonnet, on a vu la posture également de Éric Ngoundotté lorsque la primeur, le quotidien La Primeur de ce vendredi en parle. Éric Ngoundotté dit qu'il attend de voir le président de l'Assemblée nationale mettre en exécution tout ce qu'il a dit dans son discours. Est-ce une manière déjà de monter la position du Parti Les Démocrates? Oui, quand quelqu'un vous dit « je vais te taper », attendez que la personne commence pas à mettre en exécution ce qu'il a dit. Et là, vous pouvez répondre. Je crois que c'est dans la même posture qu'il parle. Vous savez, dans la révision opérée en 2019, notamment, j'insiste là-dessus, depuis lors, les accords de prêt ne sont plus autorisés par le Parlement. Donc, le gouvernement n'a plus besoin de se tourner vers le Parlement pour avoir de l'argent pour fonctionner. Et on sait comment ça se passe depuis. On a parlé de parrainage. On a parlé d'un certain nombre de dispositions. Et en quoi est-ce que ces choses maintenant sont caduques au point où on veuille toiletter? Et c'est pourquoi je suis d'accord avec Syria quand il dit qu'est-ce qu'on veut mettre dans la révision aujourd'hui. Macky Sall a été interpellé il y a quelques jours. Il dit que il a fait recours à la Cour constitutionnelle de son pays qui dit que son premier mandat est intangible avec les réformes opérées dans son pays et qui change le nombre d'années pour le mandat dans son pays. Ça veut dire que quoi? C'est le discours que les gens utilisent, des expressions qu'ils utilisent après pour vous contourner. Et j'estime que fondamentalement, les acteurs politiques doivent pouvoir comprendre que le plus important, ce n'est pas la révision de la Constitution. Ce n'est pas dans la révision de la Constitution qu'on va trouver maintenant le juste prix à fixer pour le soja, pour les producteurs. Ce n'est pas en révisant la Constitution qu'on va pouvoir trouver les moyens pour augmenter les salaires pour les fonctionnaires. Ce n'est pas en révisant la Constitution qu'on doit pouvoir comprendre qu'il faut aller construire des salles de classe. Ce n'est pas en révisant la Constitution qu'il faut comprendre qu'il faut pouvoir les centres de santé, d'équipement adaptés. Donc, je crois que le véritable problème du développement se pose. Mais on s'attarde sur la révision parce qu'on veut y mettre des éléments pour pouvoir se faire plaisir, continuer à se faire plaisir, ou peut-être à un moment donné trouver des mécanismes pour bloquer. Et je l'ai dit, il a dit, vous savez, les démocrates malheureusement, c'est vrai, ils sont minoritaires aujourd'hui, ils ont exprimé un besoin, ils ont fait une doléance, ils ont déposé une loi qui doit être votée, qu'ils souhaitent être votée bien évidemment, mais c'est que on leur fera du « tu me donnes, je te donne ». Si vous votez, si vous acceptez, votez pour la révision, nous accompagner, nous aussi on accepte. Mais on oublie très vite que le chef de l'État avait la possibilité de prendre d'amnistie ou de gracie tenant compte de la Constitution et la loi qui a été votée par la 8e législature. Mais il n'a rien fait de tout ça. Donc, je disais même que déjà que les démocrates aussi sont peut-être sur une bataille perdue d'avance. Parce que le chef avait trois possibilités de le faire. Mais il ne l'a pas fait.
Ce n'est pas leur loi qui va... Encore que dans la loi, les exigences, je ne vois pas un parti s'en accepter ça aussi facilement. À moins que les démocrates aussi acceptent le consensus pour aller accepter la concession pour aller vers une révision de la Constitution. Donc je pense sincèrement que nous devons pouvoir faire très attention et que les acteurs politiques, il fait bien de le dire, cet aspect évoqué dans le discours de Louis Vlavonu vient installer davantage la suspicion et la crainte des Béninois. Et les gens vont se dire, finalement, est-ce que les gens là ne peuvent pas parler notre coup contre nous? Très bien. Je voudrais également aborder un pan du discours du président de l'Assemblée nationale, un passage qui dit, je le cite, « Je voudrais donc pouvoir, chers collègues députés, je viens de mélanger les écrits, donc il disait, je voudrais donc savoir compter sur vous, chers collègues, afin que nous puissions, je vais donc le paraphraser, afin que nous puissions donc mieux nous entendre pour pouvoir enraciner la démocratie. C'est-à-dire que est-ce que c'est une manière de dire qu'il ne faudrait pas faire la politique de la chaise vide quand on sait que récemment les démocrates ont vidé les lieux lorsqu'il s'agissait d'installer les présidents des groupes des commissions? Non, politique de la chaise vide, quand vous faites quelque chose, vous êtes dans un groupe et que tout ce qui se fait dans ce groupe, vous n'êtes pas d'accord, vous essayez de vous faire entendre. Et l'une des armes dont disposent les députés de l'opposition, c'est peut-être parfois vider l'hémicycle pour se faire entendre ailleurs et peut-être saisir les juridictions, notamment la Cour constitutionnelle. J'ai dit il y a quelques jours que, en réalité, Louis Vlavonu a eu un premier mandat, en tout cas à l'Assemblée de 2019 à 2023, un mandat assez doux. Parce que tous les députés qui étaient membres de cette législature étaient acquis à la cause du pouvoir en place. Il n'y avait pas pour autant de débat houleux. C'est juste quand il y avait positionnement au niveau des instances que ces députés ne s'entendaient pas. Mais si c'est pour voter les lois, tout passait comme à la ligne lettre à la poste. Mais là maintenant, il y a des députés d'opposition et malheureusement, c'est que il doit revoir sa posture. Sa manière de faire les choses doit changer. Il ne doit pas plus continuer à penser que bon, tout se passera aussi facilement comme c'était le cas par le passé. Je disais, sa cellule de communication, la direction des services de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale doit pouvoir l'aider en ressortant les archives des prises de position d'Adrien Mbedi face à l'opposition à l'époque. La manière dont Mbedi traitait les opposants. La manière dont les opposants lui parlaient. Il doit aller revoir les vidéos. Oui, comme une équipe de football avant un match voilà, qui doit visiter. Et voir comment est-ce qu'Adrien Mbedi a fini. Parce qu'il ne s'agit pas d'être président de l'Assemblée nationale et d'être au service du pouvoir en place et de faire ce qu'on veut. Mais je pense que, sincèrement, il doit pouvoir faire très très attention parce que l'un dans l'autre, s'il ne conduit pas bien cette législature, il risque d'avoir deux problèmes avec le peuple béninois. On a vu, Mbedi s'est permis tout ce qu'il voulait. Il interrompait les opposants quand ça lui prenait la tête. Il les empêchait de prendre la parole. Oui, il ne leur donnait pas la possibilité de s'exprimer. Mais au finish, on a vu. Je crois que la prophétie des honorables Alagbé et Mitopé, ces prophéties se sont accomplies. Et bien évidemment, donc, si lui ne veut pas que des prophéties des députés de l'opposition ou des citoyens du peuple béninois s'accomplissent demain, il a intérêt à aller suivre comment est-ce que Mbedi s'est comporté au cours de la 7e législature, qu'est-ce que ça lui a valu par la suite. Et je me retourne vers vous, Siak Dekeno. Dans son discours également, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonu, a parlé de réviser le cadastre électoral. Oui, vous savez que tout ce qui a été fait ne suffit pas. Il y a toujours des insuffisances en ce qui concerne les élections. Je pense quand même qu'il y a sans doute beaucoup d'insuffisances, mais qui ne sont pas pour autant si urgentes. Oui. Parce que dernièrement, on a introduit la discrimination positive dans la Constitution béninoise sans pour autant réviser la Constitution, réviser la question liée au cadastre électoral. Parce que on a choisi de réviser le cadastre électoral aujourd'hui,
puisque ce que nous avons, je sais que nous avons 2 circonscriptions électorales par unité administrative, c'est-à-dire par département. Nous avons 2 circonscriptions électorales, ce qui nous donne au total 24 circonscriptions électorales. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a certaines communes ou bien certaines circonscriptions électorales qui aujourd'hui comptent moins de population que par le passé. Lorsque je prends par exemple la 16e circonscription électorale, la 15e circonscription électorale, c'est que Cotonou compte aujourd'hui très peu de population. Et cependant, Cotonou donne, je pense, Cotonou donne jusqu'à 8 députés. Vous comprenez, la 15e et la 16e. La 16e donne 4. La 15e donne... La 16e donne 4. Je crois que la 15e doit donner 5. Dans tous les cas, c'est tout au moins 8. Dans tous les cas, c'est tout au moins 8. Vous comprenez, pour disons des circonscriptions électorales qui comptent très peu de population. Donc, il est quand même important, et c'est vrai qu'il faut quand même saluer cette volonté de réviser le cadastre électoral, peut-être pour que, ne serait-ce que par exemple, Calavi peut-être subdivisé par exemple, c'est-à-dire Calavi, la 6e peut-être subdivisée par exemple, en 2 circonscriptions électorales. Vous comprenez? Par exemple, c'est-à-dire rien que Godomé, c'est plus de 200 000 électeurs par exemple. Donc, c'est si important pour que l'on essaye quand même, disons, de revoir tout cela. Mais je le dis et je le redis, ce n'est pas pour autant des urgences pour lesquelles il faille forcément retoucher la constitution béninoise. Et là, je le dis et je suis d'emblée là-dessus. Vous savez, le problème que nous avons actuellement au Bénin, c'est le fait que l'on voudrait forcément à tout prix agir légalement, c'est-à-dire dans la légalité et suivant la loi, cependant compte parfois l'aspiration de la population. Puisque, disons-nous la vérité aujourd'hui, vouloir retoucher la Constitution dans un contexte pareil, c'est suicidaire pour la mouvance présidentielle. Et j'ai coutume de le dire, lorsque l'on vous accuse de sorcellerie, n'allez pas rendre visite aux malades. Parce que lorsque vous allez rendre visite aux malades et que juste après votre départ, le malade mourrait, on dira que c'est vous. Donc, lorsque déjà, il y a déjà des suspicions qui existent, c'est-à-dire des gens qui vous accusent, peut-être à tort, de vouloir modifier la Constitution béninoise, ou bien de vouloir quand même, disons, faire peut-être un 3e mandat, alors ne remettez plus sur le tapis des choses liées à une certaine révision de la Constitution. Je pense que ça n'arrange pas. Et aujourd'hui, ça met les gens en éveil. Les démocrates, certainement, arrivés à un moment donné, ne vont pas vouloir céder et vont peut-être abandonner leur volonté peut-être de faire voter des lois d'amnistie et autres pour pouvoir faciliter le retour des exilés politiques ou bien de ceux qui sont en prison. Parce qu'ils ne voudront pas sans doute être complices, vous comprenez, d'une pour la révision de la Constitution, qui quelques mois plus tard ou quelques jours plus tard sera interprétée peut-être par, disons, une cour comme étant quand même, disons, ce qui est le plus exact possible. Donc là-dessus, je pense que c'est une erreur de communication, et je le dis, je le maintiens, Vlavonu sans doute a fait une erreur de communication, parce qu'il y a des choses que l'on peut bien le dire, et ça va se passer, et ça passerait comme une lettre à la poste. Mais vous ne pouvez pas, en 10 ans, réviser 2 fois la Constitution. Non, vous ne pouvez pas, disons même... Pourquoi vous dites en 10 ans? De 2019 à maintenant, même pas 5 ans. Même pas 5 ans. Vous ne pouvez pas, dans l'intervalle de 5 années, pour un gouvernement prévoyant ou bien pour une mouvance présidentielle dirigée par un homme prévoyant qui anticipe presque sur tout, vouloir encore réviser en moins de 5 ans la Constitution béninoise. Moi, je pense que là-dessus, ce sont des erreurs qu'il faille quand même, disons, éviter. Même si vous êtes de très bonne foi, personne ne prêtera vraiment attention à votre bonne foi lorsque vous voulez toucher à des fondamentaux, comme ça dit, toucher quand même, disons, à la loi fondamentale du pays. Donc là-dessus, pour moi, le débat est un débat peut-être prématuré pour d'autres, mais c'est un débat qui demeure d'actualité. Et ce que je dirais peut-être à Louis Vlavonu, le sujet hier. Ce que peut-être je dirais peut-être à Louis Vlavonu, en paraphrasant certains Joël Aïbo, c'est que on est plus longtemps ancien président de l'Assemblée nationale que président de l'Assemblée nationale. Donc que les gens fassent beaucoup plus attention, parce qu'on l'a dit à quelqu'un qu'on est plus longtemps ancien ministre de la Justice que ministre de la Justice, et quelques jours plus tard, maintenant, l'intéressé a été sauté. Donc, que les gens fassent beaucoup plus attention et qu'ils essayent, tel qu'il l'a dit, pour préserver la démocratie béninoise, qui nous ont chère. La Constitution a été révisée, tout ça, destination positive et autres, qui nous ont chère, qu'ils fassent l'effort de préserver ça, sans pour autant vouloir aussi facilement, parce que lorsque cela devient une facilité, ceux qui vont vous succéder, ils verront que, bon, toucher la Constitution béninoise, c'est devenu un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant. Non, en fait, on ne peut pas tolérer ça. Je pense que c'est une bagaille, obligé, à mon avis, qu'il faille quand même, disons, essayer
de revoir en quelque sorte pour pouvoir éviter ça là. On n'a pas besoin de ça. J'ai comme l'impression qu'en 2019, les députés à qui la cause du pouvoir en place avaient une chicotte derrière eux. Ils étaient pressés de réviser. Ils ont vite révisé, ils ont fait certaines choses. Et maintenant, ils se sont rendus compte que bon, il y a des choses qui ne sont pas claires, il faut reprendre. Personne ne les avait obligés. Et d'ailleurs, ils l'ont fait nuitamment. Tout le monde, moi je dormais quand le matin, on m'a dit qu'ils ont révisé la constitution la nuit là. Donc, maintenant aujourd'hui, ils ne sont pas satisfaits, ils ont fait des choses, on était tranquille, personne n'a parlé. Ceux qui sont à l'opposition ont voulu réagir, ont réagi, il y a eu violence. Ça fait leur problème. Mais nous, on est restés tranquilles dans notre coin, en nous contentant du minimum qu'on gagne et pour avoir la paix avec nos familles. On les a vus faire ce qu'ils veulent. Les gens ont eu du mal à passer dans les mailles pour aller aux élections, tout ça là. Mais d'ailleurs, ils se lèvent encore, c'est eux-mêmes qui viennent dire encore que il faut toiletter, et on parle de courageusement, de concertation. Je crois que le débat n'est pas là. Ils n'ont qu'à aller se pencher sur les problèmes réels du pays. C'est très important. Voilà qui va mettre un thème à ce sujet. Nous allons passer donc, à votre permission, au deuxième sujet. Et cette semaine, notamment le mercredi dernier, après le Conseil des ministres, nous avons donc appris quelques heures après, pas beaucoup, 1 heure de temps après, que le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a été limogé par le gouvernement. Et véritablement, jusque-là, le gouvernement n'a pas fait un communiqué officiel pour parler de l'affaire. Et nous l'abordons avec ce thème, confusion autour du limogeage de Séverin Quenome. Pourquoi cet état de choses? Et donc, il faut aussi dire que le secrétariat du gouvernement, jusque-là, n'a rien fait. Pourquoi ce flou autour du limogeage Cyriaque Dekénou, alors que le ministre en question était absent au Conseil des ministres? C'est lui qui devrait conduire la délégation qui devrait se rendre à l'Assemblée nationale hier. Il était absent. N'est-ce pas des éléments qui concourent à la véracité des faits? Bon, je pense que nous abordons ce sujet véritablement sensible et d'actualité d'ailleurs, parce que c'est Fraternité FN qui a donné l'information en toute première position dans l'après-midi, c'est-à-dire dans l'après-midi du mercredi dernier. Séverin Quenome, maître Séverin Massime Quenome, limogé du gouvernement, c'est ce qu'on nous a dit. Et je crois que les faits et l'évolution quand même, disons, de la situation tendent à corroborer cette information distillée au sein de l'opinion publique. C'est vrai que le gouvernement ne s'est pas encore prononcé sur la question, c'est-à-dire le secrétariat général du gouvernement ni de la présidence ne s'est pas encore prononcé sur la question. Cependant, il faut avouer que c'est parce qu'il n'y a pas une disposition légale, vous comprenez, constitutionnelle ni réglementaire, qui oblige le secrétariat général du gouvernement à venir forcément au devant des choses pour se prononcer et expliquer pourquoi telle et telle personne aurait été virée du gouvernement. C'est vrai que... Mais je vous arrête. Ça veut dire qu'on permet que ça aille dans tous les sens dans la République. Tantôt, on empêche la presse d'aller dans ces analyses. Ils ont sauté 3SE. Ils ont dit la raison pour laquelle ils ont sauté 3SE. Je viens, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Parce que allez-y. Je suis en train de faire un développement. Donc, il faudrait quand même, disons, que l'on essaye un tant soit peu de trouver des situations atténuantes à ceux qui se refusent de se prononcer sur la question. C'est qu'aujourd'hui, de façon formelle, il n'existe aucune disposition réglementaire qui dit qu'il est sauté. Qui dit que lorsque quelqu'un est sauté du gouvernement, on doit parler. En fait, on doit venir en parler. Non. Vous comprenez? C'est vrai qu'on l'a connu. C'est vrai que lorsque un certain Hervé Khéroumé a été sauté en temps du gouvernement, que le secrétariat général du gouvernement était quand même, disons, au devant des hommes des médias pour se prononcer d'ailleurs sur la question. Mais dans le cas espèce, on ne l'a pas constaté. Lorsque la dernière fois, pas plus tard que le mercredi suis passé, il y a eu quand même, disons, un léger remaniement technique, je dirais, et que la coopération est passée du ministère des Affaires étrangères vers le ministère des Finances. Le secrétariat général du gouvernement est sorti également aussi pour se prononcer. Mais cette fois-ci, l'information réelle, c'est qu'il n'est plus ministre, membre du gouvernement aujourd'hui. Il n'est plus, et il serait allé dans son ministère dans la soirée ramasser tous ces effets.
Non, en fait, dans la soirée du mercredi, il se serait rendu selon des informations quand même, disons, de sous là-bas pour ramasser ses effets. Hier, on ne l'a pas retrouvé à l'Assemblée nationale puisque en tant que ministre chargé des relations avec les institutions, il devrait en principe être à l'ouverture de cette session ordinaire. Malheureusement, il n'y était pas. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est le fait que malheureusement, on est en train, sans doute, d'entretenir la polémique. Si aujourd'hui, il y a tout ça, c'est qu'on est en train sans doute d'entretenir la polémique autour de ce limogeage. C'est vrai que le gouvernement gagnerait plus, au moins, ne serait-ce qu'à travers son porte-parole du gouvernement, à sortir. C'est vrai que c'est un ministère très sensible, ne serait-ce que pour pouvoir dire un mot. Malheureusement, on ne dit absolument rien, on entretient le flou. Et ça va dans tous les sens. Quelles sont les raisons pour lesquelles il serait débarqué du gouvernement? C'est vrai que c'est un ministre à qui l'on reprochait déjà pas mal de choses. On parle du rapport. Qui lui reprochait des choses? Non, en fait, c'est-à-dire le ministre Séverin Quenom est toujours pointé du doigt dans plein de dossiers. Vous savez, les dossiers judiciaires dans lesquels Batamossi, par exemple, qui avait démissionné, qui s'était rendu en France, a dit un certain nombre de choses, quand même, disons, si vraiment accablantes à l'égard du garde des Sceaux. Et il y a aussi Joël Aïvo qui lui a écrit dernièrement pour toucher du doigt quand même, disons, les conditions de détention presque inhumaines dans lesquelles il se trouverait, ainsi que Rikat Madougou. Il y a eu également aussi ce fameux rapport dont on a parlé, je pense que c'est Béninois Libéré qui l'a évoqué, ce rapport des Américains qui serait sur la table du chef de l'État et dans lequel un ministre supposé serait mêlé. Donc le gouvernement jusqu'à présent entretient le flou en ne se prononçant pas sur ces questions essentielles. Et c'est grave, je le dis, c'est grave parce que de notre position de journaliste, on le dit, vous savez, le doute et les suspicions, les colpotages et les mauvaises interprétations ne profitent pas au gouvernement. C'est vrai que dans les jours à venir, il est clair et net qu'on ne reviendra pas nous dire qu'il n'a jamais été limogé. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il n'est plus membre du gouvernement. Pourquoi est-ce qu'on patiente? Est-ce qu'on patiente parce que c'est vrai que Patrick Talon l'avait dit, qu'il a une équipe gagnante, une équipe quand même, disons, de vainqueurs. Et elle s'est dit que malheureusement, il s'est rendu compte que dans son rang, il y a quelqu'un qui malheureusement est plutôt invaincu. Et c'est pour cela qu'on l'a écarté. Donc, il y a autant de choses pour lesquelles l'on se pose des questions pour savoir ou bien il veut profiter en même temps pour remanier totalement son gouvernement. Donc c'est ça. Laurent, on l'a entendu. Tout laisse croire quand même que il y a des interrogations. Est-ce que le président, je vais commencer par là où Syriac a fini, est-ce que le président veut donc attendre pour carrément revoir le gouvernement, son système, parce qu'il faut consulter l'Assemblée nationale et avant maintenant de parler de ce limogeage, de parler de carrément remaniement, ou du moins on peut d'ici demain être là et puis on va apparaître nous dire que il n'y a jamais eu limogeage parce qu'il n'y a aucun acte. On a vu, ça circule déjà, hein, aucun acte officiel ne montre que le départ du ministre, donc il est toujours membre du gouvernement. J'ai lu ça au réveil ce matin. Alors, pour qui connaît la relation entre les deux hommes, je vais parler de Maître Séverin Massime Quenom et Patrice Talon. C'est très vite compris que ça peut être une stratégie, comme ça peut être aussi une sanction. Et d'ailleurs, les plus fidèles amis de Talon, ils ne les livrent pas aussi comme ça. Et il a bien fait de citer le cas Romain, qui a traité l'ancien président de vil individu dans ce pays. Tout le monde l'a assommé de je ne sais quoi. On a constaté que par la suite, ce ministre a été déchargé, tout le monde a applaudi, on se réjouissait. Quand paf, on ramène le ministre là. On a pu voir Toboula aller en prison, n'a pas fini de puger sa peine, a dit qu'il est malade, on l'a sorti de prison, il est parti et il est revenu au pays sans finir de puger sa peine, mais il se la coule douce aujourd'hui. C'est les gens que tu as vus aux premières heures de sa souffrance. Et c'est pourquoi je dis, je ne mettrai pas pourtant en bouche dans cette affaire. Mais j'en parle quand même. Pour dire, le président c'est ce que j'ai dit, hein, je reprends, je l'ai déjà dit. Le président de Rupture FC nous a dit
qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Mais il se fait qu'à un moment donné, il constate que le latéral droit a eu de la crampe chaque fois. Donc, il faut vaut mieux peut-être l'enlever de l'équipe d'abord et le mettre au repos et changer quelqu'un d'autre. C'est pas à moi de me prononcer sur ça. J'estime que ce qui est suffisamment grave, c'est que le gouvernement ne parle pas, ne nous donne aucune information sur ce qui s'est réellement passé. Le porte-parole du gouvernement, qu'on sait très actif dans les organes de presse, a suscité même les questions, à répondre aux questions, n'en parle pas. C'est pendant 3 jours. C'est un silence suspect. C'est pourquoi il dit aux gens, ne vous réjouissez pas. Parce que le même que nous peuvent revenir très fort avec Patrice Talon. Et vous qui vous réjouissez, sachez que vous connaîtrez les représailles en son temps. Et donc, moi j'estime fondamentalement que, non, écoutez, le monsieur, le chef d'équipe, le président du club a dit que peut-être le latéral droit, il ne sent pas bien. Et puis, ils ont joué. C'est la même équipe qui a joué championnat national, on les a vus en 2019. Match amical. On les a vus jouer, comment vous appelez, le CHAN en 2020, communal. On les a vus jouer la CAN 2021. 2023, on les a vus aussi jouer. D'accord? Qualifiés une seconde fois pour la CAN, ils ont joué tel qu'ils veulent. Fort heureusement qu'il y a quelques éléments, une petite équipe qui les a fait face, qui a réussi à marquer un but, mais ils ont marqué 28 buts, ils ont marqué 81. Je ne sais pas, c'est une manière de parler. Maintenant, ils se préparent pour la Coupe du Monde 2026. On parle de la révision. Ils ont déjà tout préparé dans la révision pour 2026. C'est pourquoi il dit, cette révision annoncée est inopportune. C'est une parenthèse. Mais ils ont déjà réglé pour le 2026. Maintenant, c'est de trouver les piliers essentiels pour mettre en branle l'équipe, la machine, pour avoir le bon résultat en 2026. Donc, Quenom n'a pas parlé. Personne n'a parlé. Le gars est tranquille dans son coin quelque part. On l'a vu, certains l'ont vu aller ramasser ses effets. Attention. Et s'il revenait plus fort quelque part, qu'est-ce qui va se passer? Le gouvernement ne parle pas. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut dire clairement, par exemple, il y a ce dossier-là où Quenom est fautif et pour ça au moins on peut le sauter. On peut supposer. On peut supposer. Et quand même on évoque la question des prisons civiles du Bénin, faites attention. Quenom appartient au gouvernement. Il est un exécutant. Il appartient à un système. Quenom, de son chef, peut-il prendre des mesures pour casser les conditions de vie de certains prisonniers en prison? Lui seul. C'est une équipe. Il appartient à une équipe, à une machine. Donc, j'estime fondamentalement que nous devons faire très attention. On peut nous dire que demain, que Quenom n'est jamais limogé. Parce que j'ai dit, faites recours à la relation entre les deux hommes. Quenom sait où appuyer un bouton pour que Patrice Talon laisse tomber. Patrice Talon sait où appuyer un bouton pour que Quenom soit discipliné. J'en ai fini. Je n'ai pas pris votre avis sur le sujet. Un revirement de situation possible? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il pourrait y avoir un revirement de situation. Vous savez pourquoi? Parce que on qualifierait sans doute le gouvernement de club de guignol ou bien de comédien si éventuellement un revirement quand même, disons, s'observait. Vous savez pourquoi? Parce que en réalité, dans la forme même, disons, c'est pas un acte aussi apprécié que ça, qu'une information aussi sensible circule, quoi. Vous comprenez? Sur le gouvernement. C'est-à-dire, c'est tellement sensible. Je pense que l'erreur peut-être des gens, c'est peut-être, disons, de penser qu'ils n'ont pas un devoir de compte rendu. C'est ça le problème. Vous savez, faites très très attention. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est que peut-être que tout cela devrait aussi nous amener à voir de loin quelle est l'image que Patrice Talon a alors de la presse, a alors des médias. Vous comprenez? Parce que lorsque l'on pense que l'on est peut-être, disons, en droit de garder certaines informations, vous comprenez? Même, disons, les plus sensibles, je pense que c'est même inconcevable. C'est vraiment, disons, aberrant. Donc cela devrait d'ailleurs nous amener, vous comprenez, à ne plus nous étonner de la situation que la presse béninoise vit. Vous comprenez pourquoi? Parce que dans n'importe quel, c'est-à-dire au sein de n'importe quel gouvernement sur cette terre, lorsque l'on fait circuler, lorsque l'on dit qu'un ministre a été remercié et autres, on doit être en mesure, juste les heures qui suivent,
de pouvoir démentir. Ce qui choque, sont 12 heures. Ce qui choque, c'est celui qui n'a pas parole du gouvernement est un journaliste. Mais ce n'est pas possible. C'est se moquer royalement de la presse, comme vous l'avez dit. Mais je pense quand même que Patrice Talon a reçu son homologue rwandais. Et certainement qu'au cours de cette rencontre, certainement que les médias internationaux, qu'on ne peut pas quand même, disons, ridiculiser sans doute, poseront la question au président Patrice Talon, parce que, qu'on le veuille ou pas, je pense que ils peuvent leur dire de ne pas aborder également. Donc, journaliste que je suis, je trouve véritablement inconcevable que des heures et des heures, des jours après que l'on ait appris qu'un ministre a quitté le gouvernement, que l'on ne soit pas en mesure de démentir et que nous soyons peut-être, c'est-à-dire, c'est parce que c'est Fraternité peut-être qui a donné l'information que peut-être ça dit, bon, en quelque sorte, on se dit qu'au moins, à 70% sans doute que ce serait vrai. Non, mais il y a des éléments que vous avez évoqués dans vos analyses. Maintenant, il parlait tout à l'heure de la relation Patrice Talon et Maître Massim Kenom. Vous savez, Maître Massim Kenom, c'est l'avocat personnel de Patrice Talon. Vous comprenez, depuis bien longtemps. Et lorsque l'on doit parler de ceux qui, quand même, pendant certainement de 2014 à aujourd'hui, sont restés autour de Patrice Talon. De 2012 à aujourd'hui, sont certainement restés autour de Patrice Talon comme les fidèles des fidèles. On ne citera pas, c'est-à-dire on ne manquera pas de citer Maître Massim Kenom. Vous comprenez, la justice, qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, présente un cliché peu enviable à l'international, la justice béninoise. Et c'est sous Maître Massim Kenom. Qu'est-ce qui a pu se passer au point où l'on veuille quand même, disons, se séparer d'un collaborateur aussi fidèle, aussi loyal? Est-ce que c'est des prises d'intérêt? Est-ce que c'est pas des pressions étrangères? Parce que, qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, Patrice Talon, qu'on le veuille ou pas, sera sans doute obligé un de ces jours de livrer Maître Massim Kenom pour qu'il rende compte d'un certain nombre de dossiers dont on l'accuserait. Vous savez, ce ne sont pas des informations fondées, mais si aujourd'hui les gens colportent du faux, si aujourd'hui les gens disent de n'importe quoi, je pense que c'est la faute au gouvernement qui, dès la sortie de ces diverses informations, ne sort pas pour pouvoir quand même, disons, réagir par rapport à ça. Qu'on le veuille ou pas, Patrice Talon continue sa dynamique. C'est quelqu'un qui ne se sépare pas de ses collaborateurs. Mais je pense, pour ma part, que l'information liée au limogeage de Maître Massim Kenom devrait être sans doute une information vraie. Qui, pour le remplacer, il a sans doute dans son équipe. Pourquoi ne pas, par exemple, disons, cumuler ministère de la Justice et porte-parole du gouvernement et retrouver un certain... On peut revenir à tout moment aussi. Un certain Wilfried Léandre Mbedi qui a sans doute des attributs de juriste là aussi. Jogwin peut revenir à tout moment aussi, c'est pas impossible. Laurent, on l'attendait, le Sigat Dekeno, le temps qui nous est imparti est à sa fin. Merci. Je voudrais prendre votre avis sur quand même la présence du président Kagame au Bénin, mais on ne pourra pas en parler. On va remettre à la semaine prochaine pour... On va faire le bilan de la visite. On fera le bilan de la visite. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes au terme de cette émission et j'espère que vous avez suivi les analyses de mes débatteurs. Vous avez suivi quand même de long en large les développements. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était Siyak Tekeno. Merci d'être venu, Siyak. C'est moi. Vous êtes journaliste, analyste politique, directeur de publication Émergence Info. Et puis, vous, Laurent Roland-Tonneikes, merci de votre disponibilité. C'est moi. Journaliste, analyste politique. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis, merci de liker, merci de partager l'émission suffisamment autour de vous et d'inviter d'autres personnes à suivre le forum des rédactions. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et bonne suite de nos programmes.